Mon travail est financé par vos dons. Si vous souhaitez me soutenir, rendez-vous sur KissKissBankBank, Patreon ou Tipeee. Les liens sont en description. Avant même de démarrer, n'oubliez pas que, comme pour toutes mes vidéos, elles sont chapitrées. Il y a une table des matières en description avec des liens cliquables pour vous rendre directement là où ça vous intéresse. Et surtout, il y a un récap à la fin, de quelques minutes seulement, qui reprend les éléments essentiels. C'est tout à fait possible de démarrer par le récap, histoire de comprendre le sujet dans son ensemble, et ensuite d'aller regarder uniquement les chapitres qui vous intéressent. Bon, ceci étant précisé, on peut démarrer. Aujourd'hui, on parle d'un bouquin vraiment très cool que j'ai lu pendant mes vacances. Oh, t'es parti en vacances? Ouais. C'était bien? Ouais. Et t'es parti où? Non, on n'est pas là pour parler de mes vacances. Pourquoi pas? Ça changerait un peu, peut-être que tu gagnerais des abonnés? Donc, le bouquin en question s'appelle The Price is Wrong, Why Capitalism Won't Save the Planet par Brett Christopher. Alors c'est vrai que balancer des crottes de nez sur le capitalisme, c'est quand même plus sympa qu'un récit de vacances. Laisse-moi t'énoncer rapidement la thèse de l'auteur. Sauver nos fesses d'un climat qui se réchauffe signifie, entre autres, investir massivement dans des technologies de production d'électricité renouvelables, essentiellement du solaire et de l'éolien. D'ailleurs, pour le reste de la vidéo, je vais systématiquement parler de renouvelables en réunissant dans ce terme uniquement le solaire et l'éolien. Alors que normalement, il faudrait aussi rajouter l'hydroélectricité, les biocarburants, la géothermie, etc. Ok, c'est noté. Parfait. Nous avons confié la tâche d'investir dans les renouvelables à de grandes entreprises privées dont l'objectif principal demeure le profit. Bon, nouvelle parenthèse, désolé, c'est bien de garder à l'esprit que cet objectif de maximisation du profit est une mise à jour relativement récente du logiciel capitaliste. Si les entreprises privées ont toujours plus ou moins recherché le profit, voir ce profit comme une fin en soi, avec en plus un objectif de maximisation, plutôt que de ne voir le profit que comme un moyen pour investir et pour pérenniser son action, particulièrement pour les grandes entreprises cotées en bourse, c'est en fait un truc assez récent. La maximisation du profit érigée en guide suprême de l'entreprise, c'est typiquement néolibéral, ça date des années 80. Et le grand théoricien de cette doctrine de l'actionnaire, c'est Milton Friedman. Ah, toujours lui, le Dark Vador de l'économie, quoi. Je dirais même carrément le Dark Sidious. Bref, pour Brett Christopher, puisque les grandes entreprises sont totalement embourbées dans ce cadre institutionnel néolibéral, la bourse, les fonds d'investissement, les grands PDG et leurs stock options, il en déduit que le capitalisme actuel ne nous sauvera que s'il s'agit de la voie la plus rentable. Maintenant, allons faire un tour du côté de la boussole du capitalisme, j'ai nommé Wall Street. Il existe un S&P Global Clean Energy Index qui agrège les performances boursières des principales entreprises, partout dans le monde, qui fabriquent, développent, construisent ou gèrent les infrastructures renouvelables. Et il existe aussi un indice qui fait la même chose pour les entreprises qui exploitent les ressources fossiles. On y retrouve toutes les grandes majors du pétrole, Exxon, Chevron, Shell, Total, etc. Si on compare les deux indices, on se rend bien compte qu'il y a eu un boom renouvelable à partir de 2020. Sauf que depuis 2021, l'indice fossile se refait une beauté, tandis que l'indice renouvelable est sur une jolie tendance baissière. Alors que se passe-t-il? Selon Brett Christopher, il y a un problème de rentabilité. Le capitalisme découvre que vendre de l'électricité renouvelable sur des marchés de l'électricité concurrentiels, eh bien c'est très risqué et ça ne rapporte pas assez. Pour comparaison, le secteur pétrolier peut se targuer d'une rentabilité qui flirte avec les 15% en moyenne, tandis qu'on tourne autour de 6-8% pour les renouvelables. Que faut-il faire alors pour nous en sortir? Augmenter la rentabilité d'un secteur électrique déjà sous perfusion de subventions publiques? Le problème, c'est que davantage de rentabilité pour les actionnaires électriciens signifie des factures plus salées pour les industriels et les particuliers à qui on demande d'électrifier leurs usages pour les décarboner. Pris entre l'étau de la soif de rentabilité des actionnaires d'un côté et de la nécessité de proposer une alternative aux énergies fossiles qui, du point de vue de la facture à payer, soit la plus attractive possible, est-ce que finalement le capitalisme n'est pas tout simplement le mauvais outil pour la tâche à accomplir? Ne faut-il pas repenser complètement la manière de faire sortir du sol toutes les éoliennes et panneaux solaires dont nous avons besoin pour faire advenir un monde qui ne dépasse pas 2 degrés de réchauffement climatique? Oh, les éoliennes ne seraient pas assez rentables? On a les preuves de ça? Eh bien, je peux te donner plusieurs exemples que Christopher cite dans son livre. D'abord, on a Total qui a lancé en 2022 plusieurs projets de forage pétrolier en Ouganda, Angola et au Brésil. Ces 3 projets, en partant sur un prix du baril de 50 $, ce qui est plutôt modeste, ces 5 dernières années, le baril tournait plutôt autour de 70 $. Bref,
Ces 3 projets étaient rentables à hauteur de 15% pour le premier et 20% pour les 2 autres. Ah ouais, 20% de rendement, la vache! Dans le même temps, Equinor, qui est la société étatique dont l'activité principale est l'exploitation des réserves de pétrole de la Norvège en mer du Nord, se lançait dans la première phase de construction du projet Dogger Bank, la plus grande ferme éolienne au monde. Les pales des turbines offshore vont faire un truc comme 100 mètres de long, c'est un truc de malade. Bon, en 2021, Equinor a revu à la baisse ses anticipations de rendement. De 6 à 10%, on est passé de 4 à 8%. Oula, effectivement, ça fait beaucoup moins que les 20% de total. Dernier exemple, en février 2023, pendant un call avec les investisseurs, une question a été posée au PDG de Shell à propos de potentiels investissements dans les renouvelables. Après tout, plutôt que de verser des dividendes records aux actionnaires tous les ans, pourquoi pas plutôt mettre les sous dans des projets utiles à l'avenir de l'humanité? Réponse de l'intéressé. Alors, c'est traduit de l'anglais par mes soins, je fais de mon mieux. Je pense que pour les renouvelables, je vais être, je crois, catégorique. Nous recherchons toujours à investir dans des projets à forte rentabilité. Nous ne pouvons pas accepter des rendements trop faibles. Nos actionnaires méritent que nous poursuivions une importante rentabilité. Si les rendements ne dépassent pas 2 chiffres, nous devons profondément nous demander si le jeu en vaut la chandelle. Bien sûr que nous voulons aller vers une activité moins intensive en carbone, mais il faut que ce soit rentable. Ok, bon, au moins lui c'est clair, il ira droit en enfer sans passer par la case Saint-Pierre. Alors aujourd'hui, on va essayer de décrire et d'analyser la thèse de Brett Christopher. D'où vient la faible rentabilité des renouvelables? Est-ce que c'est vraiment un problème? Si oui, comment on peut imaginer corriger ça? Commençons par quelques chiffres pour contextualiser les choses. L'Agence internationale de l'énergie a un scénario qui, si on respecte bien tous les éléments du plan, nous donne un cap à tenir pour atteindre l'objectif des 1,5 degrés. Si on regarde la partie renouvelable de ce scénario, voilà à quoi ressemble le plan pour le solaire et l'éolien. Il faut viser un rythme de pose de panneaux solaires de, en moyenne, 450 gigawatts tous les ans jusqu'en 2028. 135 gigawatts pour l'éolien. Bon, je me doute que ces chiffres te disent pas grand-chose, mais au moins tu peux voir visuellement à quoi ressemble l'objectif et là où on en est. Côté solaire, l'objectif est ambitieux, un rythme d'installation 74% plus élevé en 2023 par rapport à 2022, mais au moins on voit une tendance d'accélération qui se dessine. Pour l'éolien, l'objectif est moins ambitieux, un rythme de pose seulement 20% plus élevé en 2023 que le maximum atteint en 2020, mais on ne voit pas de tendance à l'accélération aussi nette que pour le solaire. Ouais, ok, le rythme de pause a diminué entre 2021 et 2022. Mais bon, dans l'ensemble, je suis assez rassuré, tu vois. Moi, je pensais qu'on était vachement moins dans les clous par rapport aux objectifs. Effectivement, c'est plutôt encourageant. Après, attention à bien rappeler que le scénario de l'AIE suppose de respecter de nombreux critères pour que l'objectif final soit atteint. Il faut développer le solaire et l'éolien à la bonne vitesse, certes, mais il faut aussi isoler les bâtiments, fermer les centrales à charbon et changer nos comportements de consommation. Par exemple, le scénario suppose qu'on va se chauffer à 3 degrés de moins l'hiver, se climatiser à 3 degrés de plus l'été, rouler 7 km/h moins vite en moyenne, laver notre linge à 10 degrés de moins, effectuer tous nos trajets de moins de 3 km soit à pied, soit à vélo ou alors en transport en commun, passer en télétravail 3 jours par semaine partout où c'est possible, supprimer tous les vols de moins d'1 heure, supprimer les 3/4 des vols pour le travail et supprimer les 3/4 des vols de plus de 6 heures. Ah ouais, laver le linge à 10 degrés de moins? Ça, je sais pas si je vais y arriver quand même. C'est ça qui te fait peur, toi? Bah ouais, j'ai l'impression que ça lave mieux quand c'est chaud, non? Enfin, c'est mieux quand c'est chaud pour enlever les taches de graisse et d'huile, mais sinon... Ah d'accord, c'est que quand c'est une tache de gras que c'est plus efficace. Bah c'est ce que j'ai lu en tout cas. Bon, revenons à notre sujet. Une autre métrique intéressante pour comprendre à quel point il faut se bouger les fesses, c'est celle des anticipations d'investissement. Le scénario de l'AIE boucle si on met plus de 1000 milliards dans les renouvelables tous les ans jusqu'en 2030. Or, voilà ce qu'on a réellement mis dans les renouvelables pour le moment. C'est en nette progression depuis 2019, mais on est encore loin du compte, il manque la moitié. Ah oui, ok, là il y a un petit retard, effectivement. Donc, première étape du raisonnement, il faut se manier les fesses à installer des renouvelables. On n'est pas méga en retard sa mère, mais on n'est pas non plus en avance. D'où la question suivante, pourquoi est-ce que ça avance pas assez vite ? L'argument des grands défenseurs de la concurrence et du marché est le suivant.
Le capitalisme est une organisation qui sélectionne l'efficacité. Les renouvelables seront sélectionnés uniquement s'ils sont moins chers que les fossiles. Ouais, c'est logique. Si la centrale à charbon coûte plus cher à construire que le champ d'éoliennes, a priori, n'importe quelle boîte privée choisira le champ d'éoliennes. Ça paraît logique, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dessinons le plan d'action de ceux qui pensent que le capitalisme est la solution. En simplifiant énormément le secteur électrique, on sera amené à préciser les choses sur son fonctionnement un peu plus loin, on peut dire qu'on a d'un côté des entreprises privées gestionnaires de centrales et de l'autre des entreprises privées, elles aussi, constructrices de centrales. Ah ouais, tiens. J'avais même pas pensé que les deux activités pouvaient être séparées. Les États commencent par subventionner les électriciens pour qu'ils passent commande de renouvelables auprès des constructeurs. Et il ne faudrait pas que les actionnaires électriciens prennent trop de risques non plus. Comme les États mettent le paquet, les constructeurs de renouvelables peuvent investir dans des usines plus grosses. Ils font des économies d'échelle, les coûts baissent. Il y a aussi le jeu de la concurrence qui s'applique. Pour remporter les appels d'offres des électriciens subventionnés, il faut essayer d'être le moins cher possible. Donc investissement en recherche et développement pour faire baisser les coûts. Et puis, au bout d'un moment, quand les coûts ont suffisamment baissé, plus besoin de subventions. La main invisible du marché peut prendre le relais. Les actionnaires électriciens vont enfin pouvoir choisir de prendre l'énorme risque, et être rémunérés pour ça, d'investir dans la technologie la moins chère et donc la plus rentable. Et voilà comment le marché, moyennant un petit coup de pouce pour se lancer, est supposé nous sauver du réchauffement climatique. Et pourquoi on n'aurait pas une entreprise de service public qui investirait pour améliorer les technologies et faire baisser les coûts? Comme ça, pas besoin de rémunérer des actionnaires. Ce serait moins cher. Mais est-ce que tu crois vraiment que sans la concurrence d'acteurs privés, sans l'appât du gain, sans la perspective de bonus alléchant, la motivation des décideurs et travailleurs d'une entreprise de service public serait suffisante pour développer une technologie efficace et peu chère? Bah, la NASA nous a emmenés sur la Lune, c'était pas une entreprise privée que je sache. Et les soviétiques ont envoyé le premier homme dans l'espace, ça non plus c'était pas du privé. L'appât du gain, c'est quand même pas le seul truc qui motive les gens quand même. Heureusement d'ailleurs. C'est une bonne remarque. Bon, on reviendra sur le rôle du service public à la fin de cette vidéo. J'en profite pour faire ici une petite parenthèse. Si les entreprises électriciennes qui gèrent les centrales électriques sont nombreuses et de nationalités diverses, les EDF, Engie de ce monde, souvent des anciens morceaux d'entreprises publiques désormais privées, les entreprises qui fabriquent les renouvelables, elles, sont essentiellement chinoises. 96% des cellules en silicium des panneaux solaires sont fabriquées en Chine. 83% des pales d'éoliennes offshore viennent aussi de Chine. Mais la dominance chinoise n'a rien à voir avec la main invisible du marché. Il s'agit d'une politique industrielle parfaitement planifiée. La Chine a vu dans les renouvelables une industrie de pointe dont le monde entier allait avoir besoin et qu'il fallait faire émerger en partant de quasiment zéro. Donc le gouvernement chinois a mis les bouchées doubles pour que les champions des renouvelables se trouvent chez eux. Ouais, tu domines une industrie essentielle pour tout le monde, tu deviens un fournisseur stratégique, donc tu pèses dans le game international et on t'écoute quand tu demandes un truc. C'est l'idée. Donc attention au discours « l'entreprise privée en concurrence libre et non faussée nous a permis moultes innovations, gains technologiques et autres réductions de coûts dans le domaine des renouvelables ». Comme dans toutes les industries et à toutes les époques, les besoins financiers pour lancer un nouveau secteur sont toujours immenses. Et même si certaines très grandes entreprises peuvent en supporter le coût et le risque, les principaux développeurs d'industries nouvelles sont quasiment systématiquement les États. Les renouvelables ne font pas exception. Les États occidentaux ont subventionné leurs électriciens pour les inciter à installer des renouvelables et le gouvernement chinois a subventionné ces entreprises pour qu'elles se mettent au boulot de manière à être capables de fournir le monde entier. Ok, ouais. Où que tu regardes, tu retrouves des États à la manœuvre pour initier la transformation. Mais une fois que celle-ci est bien lancée, c'est le marché qui gère. Exact. Ou en tout cas, c'est l'idée. Parce qu'on verra que les subventions sont en réalité encore tout à fait nécessaires pour les renouvelables. Autre point notable, suite au Covid-19, les US ont décidé de faire comme les Chinois. Par le biais du Inflation Reduction Act, ils ont maintenant tout un système de subventions pour les entreprises qui fabriquent des renouvelables sur le sol américain, et pas seulement pour les électriciens qui gèrent leur fonctionnement. Ah, les US veulent pas laisser une industrie stratégique au sol chinois finalement. Et nous en Europe, on fait quoi? On a répliqué au IRA américain par le NZIA, le Net Zero Industry Act. Mais bon, niveau tunas, quand les Américains promettent n'importe quoi entre 30 et 100 milliards par an en subventions et réductions d'impôts, nous on parle d'une augmentation potentielle d'une enveloppe budgétaire de 3 milliards. Il y a aussi une vague promesse de laisser plus de marge de manœuvre budgétaire aux États pour les laisser investir, mais
D'un autre côté, la réforme du pacte de stabilité et de croissance, qui correspond à la manière dont on interprète les contraintes budgétaires des États en Europe, n'est pas vraiment allée dans le sens de plus de marge de manœuvre pour de l'investissement. Donc bon, c'est toujours le même problème, hein. L'Europe ne sait pas mener de véritable politique industrielle. Elle a beaucoup de mal à investir ou à laisser les États membres investir. Forcément. Alors bref, revenons-en à nos moutons. La grille de lecture néolibérale nous annonce donc que quand le coût des renouvelables sera en dessous de celui des centrales fossiles, on n'aura plus besoin de subventions, le marché laissera tomber l'électricité fossile et investira massivement dans les renouvelables. Question, où en sont les coûts des éoliennes et des panneaux solaires par rapport à celles des centrales fossiles? C'est marrant parce qu'il me semblait avoir déjà entendu dire que les renouvelables étaient pas hyper chers. Eh oui. Voici un joli graphique de l'IRENA, l'Agence internationale des énergies renouvelables. D'abord, je t'affiche le coût en dollars par mégawattheure d'une électricité au charbon, au gaz ou au fioul. Forcément, comme les prix des combustibles fossiles sont fixés sur des marchés boursiers qui fluctuent beaucoup, eh bien, on obtient une fourchette de prix comprise entre 60 et 250 $ du mégawattheure. Maintenant, voyons voir comment ont évolué les coûts de l'éolien terrestre, l'éolien en mer et du solaire. Ah bah voilà, c'est bien ce que je pensais. Ça fait depuis, disons 2010 pour l'éolien, 2015 pour le solaire, qu'on est dans les clous. Le marché devrait nous planter des renouvelables de partout. Et pour vérifier si c'est le cas ou pas, eh ben on peut regarder un autre graphique dont les données proviennent du Global Energy Monitor. Ici, on regarde la puissance cumulée des nouvelles centrales électriques installées à partir de 2000. Je commence par les centrales à charbon, tu vois qu'on en construit quand même beaucoup moins depuis 2015, et puis je rajoute par-dessus les centrales à gaz, qui elles sont toujours aussi populaires. Ah mais attends, mais c'est de la folie ça, on continue à construire des nouvelles centrales à charbon dans le monde? Alors même qu'on sait très bien que ce sont les pires pour le climat? Ouais. Pourtant, c'est une des hypothèses importantes du scénario de l'AIE si on veut atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. Il faut arrêter de construire des nouvelles centrales à charbon à peu près maintenant. Et pourquoi on ne le fait pas alors? Bon, alors, on sort un peu du cadre de la vidéo. J'ai pas assez creusé le sujet, mais je peux quand même te montrer quelques graphiques. D'abord, pour comprendre les ordres de grandeur, je t'affiche la puissance installée de centrales à charbon par pays. Et puis, j'ajoute les centrales pas encore sorties de terre, mais dont on sait qu'elles sont dans les tuyaux. Dans les tuyaux, les centrales qu'on a prévu de construire, tu veux dire? Oui, c'est ça. Mais attends, pourquoi ça part en négatif aux US là? Parce que dans les prévisions de construction, je retire aussi les prévisions de décommissionnement, les centrales qu'on prévoit de déconnecter. Ah, ok. Ok. Bon, alors, l'idée qui ressort, enfin, il me semble, c'est que le charbon, c'est surtout une histoire chinoise, indienne et américaine, quoi. Alors, il faut arrêter le charbon partout dans le monde. Tout le monde doit faire l'effort, sinon on n'y arrivera pas. En revanche, effectivement, les plus gros contributeurs en volume sont la Chine, l'Inde et les US. Cela dit, pour nuancer un peu les choses, je t'affiche le même graphique, mais cette fois en puissance de charbon installée par habitant. La Chine ressort toujours première, mais l'Inde et les US ne sont plus dans le top 20. Signe que ces deux pays, contrairement à la Chine, pèsent davantage par leur population importante que par leur choix d'utiliser le charbon comme source majeure de production électrique. Ah oui, ok, ouais. Les Chinois sont nombreux, mais en plus, ils ont fait le pari du charbon, ce que l'Inde et les US n'ont pas fait. Les US non, et l'Inde pas encore. Et il faut espérer qu'ils ne le feront pas. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a des raisons stratégiques d'indépendance énergétique derrière ce genre de pari. Rapporté à son immense population, la Chine ne possède que peu de pétrole, 1,5% des réserves mondiales, et de gaz, 4,5%. En revanche, elle a beaucoup de charbon, 13% des réserves mondiales. De ce point de vue, ça semble logique d'exploiter une ressource présente sur son territoire plutôt que de dépendre d'importations de pays qui ne sont pas forcément alignés avec elle politiquement. Et c'est le même genre de pari pour les US. Ce que la Chine produit au charbon, les États-Unis le produisent avec des centrales à gaz dont ils détiennent 7% des réserves et dont ils sont le premier producteur mondial. C'est là où il faut faire gaffe à l'Inde. Le pays est très peuplé autant que la Chine et son développement économique reste à faire. Son PIB par habitant est à 6 500 $ comparé aux 17 600 de la Chine, aux 45 000 de la France ou aux 63 000 des US. Mais l'Inde n'a pas de réserve de gaz. Par contre, elle est assise sur les 4e réserves mondiales de charbon, avec 10% du total. Ah oui, oula, c'est chiant ça. Bon, fin de parenthèse. Revenons à notre sujet. J'étais en train de te montrer la capacité ajoutée chaque année de centrales à gaz et à charbon dans le monde. Maintenant, voilà ce que ça donne pour l'éolien et le solaire.
Ah la vache, attends, donc, que je comprenne bien, on construit plus de renouvelables que de centrales à gaz et à charbon dans le monde depuis 2016? Et même on a construit 4 fois plus de renouvelables en 2023 que de centrales à charbon et à gaz? C'est bien ça que dit ce graphe? Ouais, c'est ça. Alors là, j'aurais jamais cru ça. Bon, attention toutefois, hein, le but c'est de remplacer les centrales à charbon et à gaz par des renouvelables. Donc il ne faut pas oublier le stock de centrales déjà en activité. Ce qu'on ne voit pas sur ce graphe. Ici on ne voit que les nouvelles centrales qui sortent de terre chaque année. Et ça donne quoi alors si on ajoute le stock de centrales? Eh bien ça donne ça. On a environ 2 TW de charbon et de gaz installés dans le monde pour 1,5 TW de solaire et presque 1 TW d'éolien. Et d'ici 2028, selon l'AIE, si on réussit à tenir les objectifs, on devrait arriver à 5,5 TW de renouvelables. Bon, mais encore une fois, l'AIE nous dit qu'il faudrait qu'on s'active davantage. Les chiffres sur les investissements en dollars sont encore 2 fois inférieurs aux attentes. La question qui se pose devient la suivante. Puisque les renouvelables sont si peu chers, pourquoi est-ce qu'on prend du retard dans l'installation des éoliennes et panneaux solaires nécessaires à la transition énergétique ? Eh ben moi j'ai la réponse, enfin je crois, c'est sûrement à cause de l'intermittence des renouvelables. Après tout, on le sait bien, les éoliennes produisent quand il y a du vent et le solaire quand il fait jour et qu'il n'y a pas de nuages. Dans ce cas, le simple fait que les renouvelables coûtent moins cher ne suffit pas à justifier leur choix. On pourrait préférer des centrales fossiles plus chères, certes, mais qu'on peut allumer quand on en a besoin. Excellente remarque, mon cher Watson. Que nous disent les rapports d'experts sur le sujet? Que globalement, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que l'intermittence peut se gérer de multiples manières. Par exemple, par le fait d'en installer tellement que même avec peu de vent ou de soleil, on aurait quand même suffisamment d'électricité. Mais aussi par le biais d'une meilleure gestion de la demande, couper l'électricité là où on n'en a pas réellement besoin, ou encore décaler certains usages à des moments de forte production électrique. Aussi par une meilleure anticipation des conditions météo, pour prédire à l'avance le moment où il faudra décaler les usages. Par l'utilisation des batteries des véhicules électriques qui, s'ils sont branchés, pourraient décharger leurs batteries dans le réseau pour soutenir la production plutôt que de faire systématiquement l'inverse. Par des réseaux électriques plus étendus et interconnectés afin de bénéficier du fait que, par exemple, s'il pleut en Allemagne, le soleil brille en Espagne. Bon, malgré tout ça, c'est vrai que pour l'intersaisonnalité, on aura besoin de moyens de stockage plus importants, comme des batteries ou de l'hydrogène. Les technologies ne sont pas encore matures sur cet aspect, mais on est loin d'en avoir besoin immédiatement. On peut utiliser les centrales fossiles existantes pour combler le manque en attendant que ces fameuses technos se développent. Et alors c'est quoi l'intersaisonnalité? C'est le fait par exemple qu'il y ait beaucoup de soleil en été mais que la demande d'électricité se concentre en hiver quand il fait froid. Pour être 100% renouvelable, il faudrait pouvoir stocker ce trop-plein d'énergie l'été pour pouvoir l'utiliser des mois plus tard si jamais l'hiver on cumule forte demande plus pas de vent plus pas de soleil. Mais ça n'empêche pas de se concentrer dès aujourd'hui sur la construction des éoliennes et panneaux solaires nécessaires. On dispose de bien assez de centrales fossiles pour gérer les manques en cas de besoin. Vraiment? Eh ben non, pas vraiment. En fait, c'est plus compliqué que ça. Ah bah voilà, je me disais aussi. Ok, tu sais sûrement qu'on reproche à l'Allemagne d'avoir plein de centrales à charbon encore en activité. On la compare souvent à la France qui, elle, produit une grande partie de son électricité avec du nucléaire décarboné. Ah bah oui, j'ai vu passer plein d'infographies sur Twitter. Parfait. Est-ce que tu sais ce que représente la puissance installée de charbon en Allemagne? Non, mais ça doit être beaucoup. C'est 40 gigawatts. D'accord. Ouais, j'avoue que je me représente pas bien la chose en fait. C'est à peu près autant que ce qui est installé en Russie, en Corée du Sud, en Afrique du Sud. En Indonésie et au Japon, c'est un peu au-dessus, avec 50 gigawatts. Ok. Et alors? Alors en 2023, la Chine a mis en service 47 gigawatts de centrales à charbon. Mis en service. Donc tu veux dire de nouvelles centrales? Ouais, c'est ça. La Chine a construit plus de centrales à charbon en 2023 que tout ce qui est installé en Allemagne. Et il y a encore 139 gigawatts en construction et encore 268 gigawatts de plus d'annoncés. Mais attends, pourquoi ils font ça? Je te réponds avec un graphique. Voilà à quoi ressemble l'évolution de la consommation électrique du monde répartie par continent depuis les années 2000. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui te saute aux yeux? Ah bah oui, ouais, il y a comme qui dirait l'Asie qui se démarque de ses concurrents là. Et pourtant, en regardant la consommation électrique destinée aux ménages, on se rend compte qu'un Chinois moyen n'utilise que 1,5 MWh d'électricité par an. Un Européen, c'est plutôt 3,4 MWh et un Américain, 9,3. Quant à un Indien, c'est à peine 0,4.
Et rappel, l'Inde est aussi peuplée que la Chine, 1,4 milliard d'habitants. Donc il faut bien comprendre que le problème d'intermittence des renouvelables est à mettre dans un contexte de dynamique d'évolution de la demande. Oui, en Europe et aux États-Unis, où la demande d'électricité augmente peu parce qu'on est déjà riche et que la population est stable, eh bien on a assez de moyens pilotables, des centrales fossiles, des barrages ou encore des centrales nucléaires, pour gérer l'intermittence des renouvelables. Mais en Chine, où le niveau de vie tend vers le nôtre, la demande d'électricité continue d'exploser. Et on ne peut pas demander aux Chinois de parier sur de futures technologies de gestion de l'intermittence des renouvelables, alors qu'ils ont un besoin supplémentaire d'électricité immédiat. Ainsi, la Chine justifie la construction de centrales à charbon en disant « Quand on disposera de technologies capables de stocker massivement de l'électricité, promis, on ne déploiera que des renouvelables, et puis on arrêtera d'utiliser du charbon. Mais en attendant, notre demande d'électricité continue de grimper, il faut absolument éviter les coupures, donc on construit aussi ce qui peut, à coup sûr, répondre à la demande. Des centrales à charbon. » Ouais, ok, c'est logique. À certains endroits du globe, il faut faire face à une forte croissance de la demande d'électricité. Les renouvelables pourraient potentiellement y répondre, mais pas de manière certaine à cause de l'intermittence. Donc, on prévoit aussi du pilotable. C'est ça. Bon, je nuance quand même ce propos. Ce qui se passe en Chine est difficile à démêler. Il est également tout à fait possible que la construction de centrales à charbon soit aussi la conséquence de l'organisation institutionnelle chinoise. Chaque province serait incitée à disposer de son indépendance électrique, ce qui, si on prend le pays dans son ensemble, pousserait à l'installation d'une surcapacité de production. Un réseau interconnecté et des accords entre les provinces pour s'échanger de l'électricité seraient bien plus efficaces. Mais bref, quoi qu'il en soit, intermittence et manque de collaboration entre les provinces, ce ne sont pas les seuls facteurs qui expliquent le retard des renouvelables, parce que leur installation est à la traîne chez nous aussi, dans les pays riches. Alors d'où vient le problème dans ce cas-là? J'avoue que là, si c'est moins cher de construire des éoliennes et des panneaux solaires et qu'on peut gérer l'intermittence avec les infrastructures existantes, je vois pas ce qui nous empêche de mettre les bouchées doubles. Et pourtant, la réponse est toute trouvée. Si les forces du marché n'ont aucune raison de ne pas abandonner les fossiles pour adopter massivement les renouvelables, et que pourtant c'est pas ce qu'on constate, alors c'est la faute du politique. Ils sont inefficaces comme à leur habitude. On peut lire parfois qu'ils mettent des années à délivrer les permis de construire nécessaires à de nouvelles infrastructures renouvelables. Ah! Mais attends, pourquoi les politiques traîneraient des pieds? Si les renouvelables sont moins chers, à quoi bon empêcher leur déploiement? Eh bien, s'il est évident que les permis de construire sont parfois longs à obtenir, mais après tout, est-ce que des politiques qui consultent et écoutent les habitants directement concernés par l'implantation de renouvelables dans leur voisinage est une mauvaise chose? Et puis, un délai de construction, c'est pas la même chose qu'un manque de construction. Or, c'est bien ce qu'on constate pour l'éolien. Pas un retard de différents projets, mais bien un manque de projets. Si Brett Christopher ne creuse pas davantage le sujet, et j'avoue que je ne l'ai pas fait non plus, l'auteur préfère, avant d'accuser le processus démocratique, finir l'investigation concernant le marché. N'y a-t-il pas d'autres facteurs qui, au sein même du marché et de la concurrence, empêchent le développement des renouvelables? D'abord et avant tout, est-ce qu'on est bien certain que les renouvelables sont moins chers que les fossiles? Ah ça oui, tu m'as montré un graphique tout à l'heure. Exact, un graphique qui compare les LCOE des différentes technologies. Les LCOE? Je croyais que c'était un graphique des coûts. Oui, c'en est un. LCOE, ça veut dire Levelized Cost of Energy. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'on met dans les LCOE? Est-ce qu'on tient bien compte de tous les coûts? Mais attends, tu vas pas me dire qu'ils n'ont pas mis tous les coûts dans leurs indicateurs de coûts? Eh ben oui, mais ils, et elles d'ailleurs, n'ont pas le choix. Oh non, mais les mecs et les meufs, faut tout mettre, sinon on s'en sort pas. Pourquoi pas le choix? Le LCOE a pour objectif de comparer le coût des technologies entre elles. Mais dans la vraie vie, c'est compliqué, tout ne se compare pas, il y a des choses qui sont qualitativement différentes. Est-ce que tu peux arrêter de parler comme un sociologue? On pige rien. Donne-moi un exemple plutôt. Ok, les deux principaux oublis du LCOE sont les coûts géographiques. Quand tu construis une centrale électrique, il faut acheter ou louer le terrain. Plus on est près des villes, plus le terrain coûte cher. Donc ça encourage les développeurs à mettre sur pied des projets qu'ils installeraient plutôt loin des villes. Mais si on est loin des villes, là où l'essentiel de l'électricité est consommé, les coûts de raccordement au réseau sont potentiellement plus élevés. Parce qu'il faut peut-être prévoir de nouvelles lignes à haute tension si celles qui existent déjà sont saturées. Et si la centrale qu'on cherche à construire est fossile, charbon ou gaz, il faut aussi tenir compte des coûts logistiques pour amener le combustible sur place. Là, il faut se demander s'il y a déjà des ports, des chemins de fer, des canaux utilisables, ou s'il faut tout construire.
Donc, entre le prix du foncier, l'état actuel des infrastructures du réseau électrique et ceux de l'infrastructure routière, portière, ferroviaire et fluviale, tu te doutes bien qu'on arrive à des différences massives entre les pays et même entre les régions. Ainsi, est-ce qu'on peut raisonnablement retenir une moyenne de coûts pour toutes ces dépenses qu'on rajouterait dans les LCOE? La réponse est non, bien sûr. Cette moyenne n'aurait aucun sens. Toutes ces dépenses d'ordre géographique sont beaucoup trop variables en fonction des régions et des pays. Ah ouais, merde. Tiens, mais alors, le coût du foncier, là... Ouais, alors attention, je te vois venir. C'est pas parce que les centrales fossiles prennent moins de place au sol que le coût du foncier pour les renouvelables est forcément prohibitif en comparaison. Parce que la plupart du temps, pour les renouvelables, il est possible d'envisager une autre activité en plus de la génération d'électricité. Il est possible d'avoir un co-usage des sols et donc de partager le coût du foncier. Quoi? Attends, si tu me plantes une éolienne dans mon champ, comment est-ce que je peux... Ah bah si. Ah bah si, oui, les vaches peuvent quand même paître autour. En fait, le mât prend pas tant de place que ça, donc... Ouais, mais ça marche pas pour les panneaux solaires, du coup. Là, ça prend toute la place. Bah déjà, on peut les disposer sur les toits des bâtiments. Les habitations, les granges, les parkings couverts, les immeubles de bureaux. Mais on peut même envisager du maraîchage, de la culture de vignes ou de céréales sous et entre les panneaux solaires. Ça s'appelle de l'agrivoltaïsme. Tu te fous de moi, là? Non, non. Mais comment la céréale, elle grandit à l'ombre d'un foutu panneau solaire? La photosynthèse, ça te parle? Ben, si les panneaux sont suffisamment surélevés et espacés, le sol n'est jamais tout le temps à l'ombre et la plante peut pousser sans problème. Ah ouais? Ça alors? Bon, tout ça pour dire que les coûts de raccordement et du foncier ne sont pas pris en compte dans les LCOE. Ce serait possible de les intégrer, mais comme ces coûts sont très variables d'un projet à l'autre, en faire une moyenne n'aurait pas vraiment d'intérêt. D'autant plus que pour les coûts de raccordement, ils ne sont parfois pas à la charge des développeurs. En France, c'est RTE qui fait payer au consommateur un tarif qui s'ajoute à sa facture et qui sert à entretenir et à développer le réseau électrique. Mais au Royaume-Uni, ce sont bien les développeurs, les planteurs d'éoliennes ou de panneaux solaires qui doivent payer pour le raccordement de l'infrastructure au réseau. Ah ouais, ok. Donc en France, ce serait débile de rajouter les coûts de raccordement au LCOE. Par contre, au UK, il faudrait le faire. C'est ça. Bref, donc attention aux indicateurs de coûts globaux comme les LCOE. Ils donnent une estimation du coût d'une technologie, combien coûtent les mâts d'éoliennes, les turbines, les pales, les coûts de financement, mais ils ne sont pas représentatifs des coûts totaux associés à un projet, qu'il s'agisse de renouvelables ou non. Ceux-ci sont toujours plus élevés. Donc en fait, la thèse de ton économiste là, c'est que les renouvelables sont en réalité toujours plus chers que les fossiles, c'est ça? Les LCOE sont faibles, mais à cause des coûts cachés, le foncier et les histoires de raccordement, ils sont en fait en tendance toujours plus chers que les centrales fossiles? Pas forcément. La thèse de Brett Christopher, c'est plutôt que le LCOE est un mauvais indicateur pour savoir si le marché va adopter de lui-même les renouvelables. D'abord, il peut y avoir des contraintes liées à l'intermittence, comme on l'a vu avec l'exemple chinois. Ensuite, il peut y avoir des coûts cachés. Attention ici, je le répète, ces coûts s'appliquent autant aux centrales fossiles qu'aux renouvelables. Le message, c'est qu'étant donné que les LCOE ne peuvent pas en tenir compte, ils ne nous donnent pas forcément la bonne information. Ensuite, il y a un élément qui crève les yeux mais dont on n'a toujours pas parlé. On compare les coûts de construction de centrales fossiles et renouvelables. Mais c'est que la moitié de l'enjeu. La moitié de l'enjeu? Comment ça? Eh ben oui, regarde ce graphique. On y voit l'évolution de la production mondiale d'électricité par technologie. J'ai aussi rajouté les émissions de CO2 associées. On constate bien que la tendance est à la hausse. Il va falloir répondre à cette hausse par des renouvelables, d'où l'enjeu du coût d'installation et d'opération des renouvelables comparé à ceux des centrales fossiles. Mais tu vois aussi que 60% de l'électricité est actuellement produite en brûlant des combustibles fossiles. Or, cette production doit tomber à zéro d'ici 2050, d'après le scénario de l'AIE. Et là, l'enjeu est complètement différent. Qu'est-ce qui coûte le moins cher? Faire tourner une centrale fossile déjà construite, pour laquelle on a déjà payé, ou l'abandonner pour faire construire des renouvelables à la place? Ah mais oui, il faut comparer les coûts de construction des renouvelables versus les coûts d'opération des centrales fossiles existantes. Et je me suis tourné vers une étude de Lazare pour avoir un début de réponse. Je t'affiche les fourchettes de LCOE ainsi que la moyenne des différentes technos renouvelables et des centrales à gaz et à charbon. Comme tu peux le voir, les renouvelables sont plutôt assez clairement moins chers à construire que les centrales à charbon. Pour les centrales à gaz, c'est moins évident. Les coûts sont assez similaires.
Maintenant, si je fais apparaître les coûts opérationnels de centrales déjà construites à charbon et à gaz, on voit bien que les choses sont plus aussi tranchées. L'achat des combustibles fait que ces centrales ont un coût opérationnel incompressible, coût très incertain parce que fixé sur des marchés financiers. Mais il n'empêche que le gaz peut ne pas coûter cher du tout. Pareil pour le charbon. Ouais. Ok, donc l'enjeu de la fermeture des vieilles centrales fossiles, encore en activité, est super important, quoi. Et les renouvelables sont pas encore clairement assez peu chers pour justifier leur fermeture. C'est ce que ce graphe semble dire, oui. D'où l'enjeu de la tarification du carbone. Une taxe carbone, comme celle déjà présente en Union européenne, permettrait de renchérir les coûts associés aux combustibles fossiles et donc de renchérir le coût d'exploitation de toutes les centrales dont on veut se débarrasser. Ok, ouais, je vois. Pour finir, il reste une chose essentielle dont on n'a pas encore parlé, les revenus. Parce qu'un capitalisme sous gestion néolibérale n'est pas un système supposé privilégier la solution la moins chère, c'est un système qui privilégie la solution la plus rentable. Ouais, mais là on parle d'électricité. Les centrales fossiles fabriquent la même chose que les centrales renouvelables. Des électrons qui allument nos lumières et qui chargent nos téléphones. Les centrales qui fabriquent des électrons? Faut que tu retournes voir des vidéos sur ce que c'est que l'électricité là, non? Oui, bon, tu m'as compris. L'électricité qui sort d'une centrale à charbon n'est pas différente de celle qui sort de panneaux solaires. Effectivement, c'est la même électricité, mais elle n'est pas vendue au même prix pour autant. De quoi? Eh ben alors, on se rappelle plus des 4 vidéos sur le marché de l'électricité? Oh non, pas le marché de l'électricité. Eh ben si. Alors, petit rappel. Au moment de décider quelles centrales on souhaite voir produire, il faut les trier de celles qui coûtent la moins cher à allumer et à faire tourner à celles qui coûtent la plus cher. On appelle ça construire le merit order ou le programme d'appel. Très important, le merit order ne tient pas compte des coûts de construction déjà dépensés, mais uniquement des coûts d'allumage et de fonctionnement. Problème, construire un merit order en bonne et due forme nécessite de la communication. Les centrales doivent se parler, elles doivent discuter de leurs coûts de fonctionnement pour pouvoir ensuite se placer les unes par rapport aux autres dans le merit order. Cette discussion est très facile quand une seule entreprise possède toutes les centrales. C'est en partie pour ça qu'on retrouve la trace de monopoles électriques nationaux un peu partout dans le monde. Mais si chaque centrale appartient à une entreprise différente, c'est le monde de la concurrence électrique dans lequel on vit depuis les années 2000, il faut un marché pour organiser leur conversation. Et pour obtenir un merit order avec un marché, la seule solution, c'est de fixer le prix de l'électricité au niveau de la centrale la plus chère dont on a besoin pour répondre à la demande. Problème, ce prix n'a rien à voir avec le vrai coût de production de l'électricité qui, lui, correspond à la moyenne des coûts de production des différentes centrales, plus à leur coût de construction, divisé par leur espérance de vie. Ah oui, voilà. C'est pour ça que l'électricité coûtait cher quand le gaz coûtait cher. On avait besoin des centrales à gaz pour produire les 10% d'électricité manquants pour répondre à la demande. Sauf que comme ces centrales coûtaient un max à faire produire, le prix de l'élec s'alignait sur ce max. Alors que le coût moyen de production, lui, en fait, il avait à peine bougé. C'est ça. Le prix de l'électricité auquel les centrales vendent leur production dépend donc du coût de fonctionnement autodéclaré. Chaque centrale est libre d'envoyer au marché le coût qu'elle souhaite, de la centrale la plus chère dont on a besoin pour répondre à la demande. Comme la demande d'électricité fluctue constamment au cours de la journée, le prix de vente de l'électricité fluctue lui aussi constamment. Maintenant, quel rapport entre ce marché de l'électricité et son fonctionnement et le problème de rentabilité des renouvelables? Eh bien, j'allais te le demander justement. Bah oui, parce que les renouvelables font face aux mêmes contraintes que les centrales fossiles, non? Non. Ah bon? Il y a historiquement 2 business models dans la production d'électricité, la base et la pointe. La base, c'est quand tu te positionnes comme une centrale qui produira tout le temps. Quel que soit le niveau de la demande, tu produiras et vendras de l'électricité. Pour pouvoir être une centrale de base, tu as besoin de 2 caractéristiques. 1. Il te faut un combustible qui coûte pas trop cher. En effet, pour pouvoir être systématiquement sélectionné dans le merit order, il faut envoyer au marché un coût de fonctionnement faible. Comme le coût de fonctionnement d'une centrale, c'est essentiellement, quand il y en a un, le coût de son combustible. Ouais, ok. Donc les centrales qui font de la base sont les centrales nucléaires, quoi. Oui, mais aussi les centrales hydrauliques, les barrages, et potentiellement les centrales à gaz ou à charbon prévues à cet effet, c'est-à-dire qui sont plus efficaces, mais moins rapides à l'allumage. Dans l'ensemble, les centrales de base coûtent souvent cher à construire, mais
Elle rentabilise ce coût important par la production et la vente d'une grande quantité d'électricité et ou d'une efficacité plus importante que d'autres centrales prévues pour la pointe. Ok, ouais, je vois. Deuxième caractéristique, les centrales de base doivent pouvoir produire tout le temps, ou presque tout le temps, et au maximum ou pas loin de leur capacité. Autrement dit, elles doivent être pilotables. D'accord, ouais, c'est logique. Si le but c'est de produire tout le temps, il faut pouvoir produire tout le temps. Parfait. Maintenant, parlons des centrales de pointe. Elles ne sont appelées à produire que quand la demande est forte. Leurs caractéristiques principales sont pilotabilité, on les allume quand on veut, et rapidité d'allumage, elles démarrent en 2 secondes. En général, ce genre de centrales, à charbon ou à gaz, sont moins efficaces que leurs consoeurs prévus pour une activité de base. Ça veut dire que pour la même quantité d'électricité produite, elles brûlent plus de combustible. Ça signifie aussi que quand on fait appel à elles, le prix de l'électricité y grimpe. Ok, donc attends. Les centrales à gaz de pointe brûlent plus de gaz que les centrales de base, donc plus de gaz brûlé, donc coût de fonctionnement plus grand, donc prix de l'électricité plus élevé. Ok, c'est bon. Maintenant, imagine un pays avec 2 centrales, une de base et une de pointe. Quand la centrale de base fonctionne toute seule, elle vend son électricité 50 € du mégawattheure. Ça correspond à son coût de fonctionnement. Quand on a besoin de la centrale de pointe, le prix de l'électricité grimpe à 100 € du mégawattheure. La centrale de base est en excédent, elle gagne plus que ce qu'elle dépense. Ça lui permet de rembourser la dette qui a servi à sa construction. Mais la centrale de pointe, elle, ne fait aucun excédent. Donc elle ne peut jamais rembourser sa dette. Et du côté de la centrale de base, rien ne garantit que ces excédents suffiront à rembourser sa dette. Ça dépend du coût du combustible de la centrale de pointe, qui varie sur des marchés boursiers et de la météo et de la demande d'électricité. Bref, avec le marché, on n'est jamais sûr de rentrer dans ses frais. Pour compenser ce bug dans la matrice, on donne accès aux centrales pilotables à une autre source de revenus, un marché de capacité. Sur celui-ci, on est rémunéré pour sa capacité à produire sur demande. Rien ne garantit qu'on y obtienne ce qu'il manque pour être rentable, mais ça aide quand même. C'est bon? T'as tout suivi? Alors, les centrales de base font des excédents quand les centrales de pointe produisent et grâce au marché de capacité, et les centrales de pointe font des excédents uniquement grâce au marché de capacité. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça en vrai, parce qu'il n'y a jamais que 2 centrales, mais oui, en gros c'est ça. Maintenant, revenons-en à nos renouvelables. À ton avis, ils sont dans le business de la base ou de la pointe? Eh ben, ils sont sûrement pas dans le business de la pointe, parce qu'il faut pouvoir produire pile quand il y a besoin. Si jamais il n'y a pas de vent ou de soleil, quand la demande augmente, non, ça marche pas. Donc, centrale de base alors. Donc, centrale qui produit au maximum de sa capacité quasiment toute l'année, sans jamais s'arrêter. Ah, bah non du coup, parce qu'intermittence. Voilà, donc c'est là où je voulais en venir. Les renouvelables ne rentrent pas dans les cases. Ils sont un mode de production de base dans le sens où, comme il n'y a pas de combustible à payer, le vent qui souffle et le soleil qui brille sont gratuits, on les encourage toujours à produire au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Ils seront toujours au début du merit order, toujours sélectionnés. En revanche, leurs revenus sont différents de vraies centrales de base. Elles, parce qu'elles sont pilotables, sont sûres de produire pendant les périodes de forte demande, quand on appelle les centrales de pointe et que l'électricité se vend le plus cher. Les renouvelables, eux, ne peuvent pas être sûrs de ça. Et les centrales pilotables, en général, de base ou de pointe, ont accès à des revenus complémentaires via le marché de capacité, tandis que les renouvelables, non. Ah ouais. Donc en fait, les renouvelables coûtent peut-être moins cher à construire, encore que ça dépend à cause des coûts cachés, mais comme ils n'ont pas accès aux mêmes revenus que les centrales de base ou de pointe, ça les désavantage. C'est ouf. D'où l'idée de Brett Christopher. Attention à ne pas trop extrapoler à partir des LCOE. Ils ne disent pas tout des coûts et surtout ils ne disent rien des revenus. Or, les entreprises privées qui exploitent les renouvelables ne sont pas là ni pour sauver le monde, ni pour construire ce qui coûte soi-disant le moins cher. Elles sont là pour faire du profit. Ok, mais est-ce que le gars démontre que les renouvelables ne sont pas rentables? Ou en tout cas, qu'ils sont moins rentables que les centrales à charbon et à gaz? Pas vraiment, non. La thèse de Brett Christopher, c'est « la main invisible des marchés ne favorisera pas le développement des renouvelables. Seuls les États sont capables de faire ça. » Il montre en effet que la baisse des coûts de construction n'incite pas particulièrement le marché à construire des renouvelables.
En fait, c'est même encore plus général que ça. Il montre que le marché de l'électricité, tel qu'il existe depuis qu'il a été libéralisé un peu partout dans le monde dans les années 2000, est un véritable repoussoir à investissement privé. Personne ne veut investir dans l'électricité, que ce soit pour construire des renouvelables ou du fossile, des centrales de base ou de pointe. Les financements fuient le secteur. Pourquoi? À cause de la manière complètement éclatée au sol de fixer le prix de l'électricité. Le coût de la centrale la plus chère dont on a besoin, c'est ça? C'est ça. Cette méthode, sauf à faire des hypothèses irréalistes à base de centrales gonflables et dégonflables en 1 minute, n'a absolument aucun sens économique. Pour le comprendre dans le détail, il faut aller voir notre 3e vidéo de la série sur l'électricité. Mais pour aujourd'hui, on va le justifier en s'intéressant à un indicateur spécifique utilisé par les financiers pour estimer le risque d'un investissement, la volatilité. Ici, je t'affiche l'évolution de la volatilité 3 mois des cours du pétrole sur une période de 20 ans. On voit que la courbe bouge pas mal et que la moyenne est de 40%. Ça veut dire que sur une période donnée, ici 3 mois, on peut s'attendre à ce que les cours du pétrole s'agitent vers le haut ou vers le bas d'environ 40% autour de la moyenne. Ouais, c'est un score d'agitation des cours, quoi. C'est ça. Entre février et avril 2014, les prix du pétrole ont été peu agités, 13% de volatilité, donc 13% plus haut ou plus bas que la moyenne de cette période. Par contre, entre septembre et novembre 2008, là, la volatilité était énorme, plus de 100%, donc des prix jusqu'à 2 fois plus ou moins élevés que la moyenne. Sur ces 20 années de données, la volatilité 3 mois des cours du pétrole est de 40% en moyenne. Tu peux voir ça comme un score de risque. En termes de risque de variation des prix, le pétrole a un score moyen de 40%. Ok. Et j'imagine que plus le score de risque est élevé, moins les entreprises sont chaudes pour investir. Pas forcément les entreprises, plutôt les banquiers qui les financent. On en reparle dans une seconde. Avant ça, je te montre ce que donne la volatilité de l'électricité en Europe. Il faut carrément changer d'échelle. Le score de volatilité 3 mois moyen de l'électricité en Europe sur 20 ans, c'est 356%, quasiment 10 fois plus que le pétrole. Je te raconte pas le stress. En finance, quand on dépasse 100% de volatilité, on commence à sérieusement trembler des genoux. On a affaire à des investissements très risqués. Ah ouais. Donc investir dans des centrales électriques, c'est un investissement risqué. Un investissement méga risqué, oui. 356% de volatilité, c'est du délire total. Pour te donner une idée, la volatilité 3 mois moyenne du Bitcoin sur les 10 dernières années, c'est 54%. Ça fait des pics à 120%, mais c'est tout. L'électricité, elle, peut faire des pics à 1000%. C'est sûrement le marché le plus volatile au monde. Ok. Donc forcément, les boîtes ne veulent pas investir. Encore une fois, ce ne sont pas les entreprises qui ne veulent pas investir. Quand on est une entreprise du secteur électrique, on ne va pas soudainement se lancer dans le business de la chaussette. On reste dans son secteur. En plus, l'électricité est un produit de base dont tout le monde a besoin. La demande est certaine. Non, ceux qui ne sont pas chauds pour investir, ce sont plutôt les financiers. Les banquiers ne veulent pas toucher au secteur, même avec un bâton, avec une volatilité pareille. Mais attends, les entreprises construisent bien des centrales, les éoliennes poussent, les panneaux solaires aussi. La Chine ouvre du charbon et aussi du renouvelable, l'Allemagne ferme ses centrales nucléaires et construit plein de renouvelables. Enfin, je veux dire, ça bouge, non? On l'a montré dans la première partie de la vidéo. On est en retard, ok, mais il y a de l'espoir, ça bouge. Oui, ça bouge, bien sûr que ça bouge, mais ça bouge pas grâce aux forces du marché, ça bouge grâce à la force de la puissance publique. Les États sont obligés de lutter très fort contre les marchés, qu'ils ont eux-mêmes créés, pour que les investissements se déclenchent. C'est assez fou quand on y réfléchit. Les États ont fabriqué des marchés incapables de faire le moindre investissement par eux-mêmes. La puissance publique est toujours obligée d'intervenir. Et ça lui coûte une fortune, parce qu'au lieu d'ordonner un monopole public, comme c'était très souvent le cas avant les années 2000, elle est obligée d'inciter des entreprises privées. Une incitation qui se paie via des dividendes garantis qui doivent être suffisamment juteux. Attends, donc quoi? Les États garantissent des dividendes aux entreprises qui construisent des renouvelables? Les États sont obligés d'agir pour limiter ou carrément éliminer le risque de volatilité. On parle de merchant risk dans le milieu. Il faut supprimer ou réduire ce risque absolument démesuré, sinon on peut s'asseoir sur les investissements privés dans le secteur électrique. Donc, que font les États du monde? Il y a grosso modo 3 méthodes non exclusives. Soit tu subventionnes la construction de manière à ce que le coût soit tellement bas que la volatilité des prix n'est plus un enjeu.
Si ça coûte 25 à construire, mais que le prix de l'électricité bouge entre 20 et 2000, c'est quasiment sûr que ce sera rentable. C'est typiquement ce que font les US avec leur tax credit. Ce sont des droits à des réductions d'impôts sur les bénéfices qui peuvent se vendre sur un marché et qui sont distribués en proportion du montant de l'investissement initial. Plus tu investis dans les renouvelables, plus tu touches des tax credits que tu peux revendre, donc moins le coût initial de l'investissement est important. Des droits de réduction d'impôts revendables sur un marché, créer un marché pour compenser le mauvais fonctionnement d'un autre marché, c'est du génie. C'est ce qu'on fait aussi avec le marché de capacité, un marché de la puissance disponible qui s'ajoute au marché de la production électrique. Ah oui, c'est vrai. Une autre méthode consiste à obliger les banquiers à prêter malgré le risque de volatilité. C'est l'un des outils utilisés par la Chine et le Japon. Ces pays obligent leurs banques centrales respectives à faire pression sur les banquiers privés pour qu'ils prêtent à taux bas aux projets renouvelables. Ça réduit les coûts de financement qui représentent quand même une part importante des coûts totaux de ce genre de projet. On va en reparler. En gros, ce sont des formes de garantie pour les banquiers. Les banques centrales garantissent qu'au moins une partie des prêts seront bien remboursés. Ouais, c'est pratique tout ça. Intérêt garanti, presque aucun risque. Le métier de banquier, c'est pas facile tous les jours. Enfin, dernière méthode, les États mettent en place des mécanismes pour garantir des revenus stables et suffisamment élevés aux renouvelables. Il y a plusieurs options pour ça. Par exemple, on peut demander aux fournisseurs d'électricité, intermédiaires entre les centrales et le consommateur final, de sourcer X% de tout ce qu'ils vendent auprès de centrales renouvelables. Ça les oblige à passer des contrats de long terme avec les centrales renouvelables à des prix à négocier. Plus le pourcentage est élevé, plus on crée de la demande pour de l'électricité renouvelable et donc plus on voit le prix des contrats de long terme augmenter. La Chine et l'Inde utilisent cette méthode. Le Royaume-Uni a aussi fait ça entre 2002 et 2017. Un autre moyen, c'est la garantie verte. L'État autorise les centrales renouvelables à émettre autant de garanties vertes que de kilowattheures d'électricité produits. Ces garanties sont vendues aux consommateurs finaux, prêts à payer plus cher leur électricité pour soutenir les renouvelables. Si le prix de ces garanties est assez élevé, ça peut être un joli complément de revenus. La Suède s'est beaucoup basée sur ce système. Une étude montre que 15 à 25% des revenus des centrales renouvelables suédoises étaient issus de ces garanties vertes entre 2018 et 2020. Ok, why not? Dernière méthode, la plus simple et la plus efficace, le prix garanti. L'État garantit à une ferme solaire ou éolienne bien précise, ça se fait par projet, que tout ou partie de son électricité sera achetée à un prix défini à l'avance. Prix garanti, donc profit garanti. Enfin, si les coûts de construction et d'opération ont été correctement estimés. Donc disons presque zéro risque. Avec ça, les éoliennes et panneaux solaires peuvent pousser comme des champignons. C'est ce type de prix garanti qui a permis à l'Allemagne de multiplier par 12 sa production d'électricité éolienne entre 2000 et 2022. Et c'est aussi ce qu'on utilise en France pour permettre le développement du solaire et de l'éolien. Eh bien, pour te donner un exemple de l'importance des mesures de soutien aux renouvelables, on peut citer celui du Royaume-Uni. Je te montre un graphe de la puissance installée chaque année depuis 2000 en éolienne terrestre au UK. On voit que le pays est sur une bonne dynamique depuis 2009, 785 MW installés chaque année en moyenne. Et puis soudain, un pic à 2500 MW en 2017, suivi d'un effondrement, 400 MW installés chaque année en moyenne jusqu'à aujourd'hui. Que s'est-il passé? Eh bien, le gouvernement a dû supprimer un programme de soutien aux éoliennes onshore. Exactement, ça s'appelait Renewables Obligation. C'était une obligation pour les fournisseurs de sourcer un certain pourcentage de l'électricité vendue auprès de certaines centrales renouvelables. En 2015, le gouvernement a annoncé la fermeture de ce mécanisme pour 2017. Du coup, les développeurs se sont maniés les fesses pour faire sortir leurs éoliennes de terre avant la date butoir pour en profiter au moins un peu. Mais c'est pas tout, le gouvernement proposait aussi des prix garantis sous la forme de CFD aux éoliennes en général. À partir de 2017 et jusqu'en 2022, pour l'éolien terrestre, fini les prix garantis. Seules les éoliennes en mer pouvaient en bénéficier. Donc double peine pour l'éolien terrestre au Royaume-Uni en 2017. Résultat, 4500 MW d'éoliennes terrestres prêtes à sortir du sol qui pourtant n'ont pas été construites. Ah ouais? Mais alors, pourquoi le gouvernement UK a fait ça? Parce que le LCOE des éoliennes terrestres était et est toujours plutôt bas. Le gouvernement s'est dit qu'il n'y avait plus besoin d'aider ce secteur, qu'il pouvait voler de ses propres ailes, que la main invisible du marché allait prendre le relais.
Sauf que, comme le résume très bien Keith Anderson, le PDG de l'époque de Scottish Power, l'une des entreprises leaders dans le business du développement et de l'opération d'éoliennes terrestres, si vous croyez que je vais construire pour 2,5 milliards d'éoliennes en m'exposant à la volatilité du marché de l'électricité, vous êtes cintré. Mais vous êtes cintré! Ah bah voilà, au moins ça a le mérite d'être clair. Autre exemple très parlant, l'Espagne. Ici, un simple graphique va suffire. Voilà à quoi ressemblent les installations annuelles de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes dans le pays entre 2007 et 2022. Oula, oui, un joli trou, entre 2013 et 2018 là. Exact. Le gouvernement commence à réformer sa politique de soutien aux renouvelables dès 2010 à cause des conséquences de la crise des subprimes et de l'austérité budgétaire exigée par Bruxelles qui mènera à la crise de l'euro. En 2014, c'est la fin des prix garantis pour les renouvelables, effondrement total. Et puis les prix garantis reprennent en 2018 et on se remet à construire des renouvelables en Espagne. C'est ouf. La conclusion de Brett Christopher, c'est un grand « tant que le prix gros de l'électricité est fixé sur le coût variable de la centrale la plus chère, donc tant qu'on s'obstine à vouloir faire coopérer des centrales privées via un marché concurrentiel, il ne faut pas s'attendre à ce que le privé investisse sans l'aide de la puissance publique. Le problème n'a quasiment rien à voir avec le coût des renouvelables et quasiment tout à voir avec le prix de vente complètement suragité de l'électricité. Et on pourrait se rassurer en se disant que les marchés de l'électricité ne sont pas tous aussi libéralisés que les marchés européens, britanniques, canadiens, néo-zélandais, chiliens, australiens ou encore texans. Mais l'évolution de l'organisation de la production électrique dans les grands pays consommateurs d'électricité, comme l'Inde ou la Chine, tendent plutôt à s'en rapprocher qu'à s'en éloigner. La norme, la mode du moment, c'est la concurrence. Donc l'organisation d'un marché qui fixe le prix sur la centrale la plus chère. Donc la méga volatilité des prix. Donc un secteur privé paralysé qui ne peut suivre que si la puissance publique intervient. Encore des histoires d'idéologie, j'imagine ? Oui, encore et toujours de l'idéologie. En fait, si on y réfléchit, la dérégulation du marché de l'électricité n'a rien à voir avec une dérégulation, une diminution de la quantité de règles. Bien au contraire, pour que des centrales électriques concurrentes, donc qui fonctionnent les unes contre les autres, plutôt que tout ensemble dans une même équipe, puissent répondre aux exigences techniques du fonctionnement d'un réseau électrique, il faut une quantité ahurissante de règles, de marchés parallèles et autres rustines. Pour t'en convaincre, tu peux retourner voir les vidéos qu'on a déjà faites sur le marché européen de l'électricité. J'invoque ici Jean Dujardin. C'est un bordel. Et je peux même te donner un exemple supplémentaire. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Si je dis non, on passe à la suite ou... Franchement, tu te priverais d'une anecdote plutôt croustillante, mais c'est toi qui vois. De toute manière, le prompteur dit que je dois valider. Donc vas-y, balance ton histoire. Ok. En 2021, le régulateur compétent attaque JP Morgan en justice pour fraude sur le marché de l'électricité californien. La banque de Wall Street perd son procès et doit payer 125 millions de dollars pour profit indu. Que s'est-il passé? Pour résumer, le marché est tellement complexe avec plein de règles dans tous les sens, notamment pour que les contraintes techniques de la production d'électricité soient bien respectées et qu'on ne se retrouve pas avec des blackouts, que JP Morgan a exploité à son profit une faille dans l'algorithme de marché. Une faille? Attends, JP Morgan fait de l'électricité maintenant? Non, alors elle a vendu ses centrales après le procès. Mais oui, comme l'électricité se vend sur des marchés financiers ultra complexes remplis de produits dérivés, Wall Street a reniflé le bon filon. Après tout, rechercher des arbitrages, des méthodes spéculatives pour gagner de l'argent sur le dos des autres, c'est une partie de leur boulot. Ah non, mais alors s'il y a Wall Street qui se mêle de nos centrales électriques, là, on n'est pas dans la mouise. T'es pas au bout de tes surprises. Mais reprenons. JP Morgan était propriétaire d'une centrale à gaz construite après la Seconde Guerre mondiale. Une centrale bien inefficace, qui coûte cher à faire produire, disons 50 $ du mégawattheure alors que les prix de marché tournaient autour de 35, et qui met du temps à s'allumer ou à s'éteindre, plusieurs heures. Ah oui, effectivement, c'est la loose. Tu peux pas faire de la base parce que t'es trop cher, mais tu peux pas faire de la pointe non plus parce que tu mets des heures à t'allumer ou à t'éteindre. Je me trompe ou... Non, c'est ça. Mais les traders chez JP avaient trouvé une astuce. La stratégie était répétée toutes les 3 heures. La première heure, les traders envoyaient un prix de marché compétitif, genre 30 $ du mégawattheure. Ça leur permettait de voir leur centrale sélectionnée à produire. Puis, pour les 2 heures suivantes, ils envoyaient un prix à 80 $ du mégawattheure.
largement au-dessus du prix de marché et également de leur véritable coût de production. Et là, leur centrale était encore sélectionnée à produire et payait 80 $ du mégawattheure. 150 $ de coût, 190 $ de revenus, bénéfice assuré. Qu'est-ce que le fuck? Attends, pourquoi la centrale serait sélectionnée à produire si les dudes envoyaient des prix à 80 $? Parce que l'algorithme de marché tenait compte des contraintes de production de la centrale. Comme elle mettait au moins 2 heures à s'arrêter, il avait été programmé pour continuer d'acheter la production de cette centrale pendant au moins 2 heures après sa première sélection. Et il lui achetait sa production au coût auto-déclaré. À la 4e heure, en revanche, il fallait réinitialiser la technique pour tromper à nouveau l'algo. Les traders de JP ont manipulé le marché pendant plusieurs mois de cette manière, et également en utilisant une douzaine d'autres techniques. Mais ils se sont fait choper. Oui, les opérateurs de marché qui gèrent l'algo ont fini par se rendre compte du subterfuge. Mais quelque part, c'est parce que JP Morgan s'est fait choper qu'on sait que ce genre de technique existe. Tu comprends bien le problème. L'algo doit absolument tenir compte des caractéristiques techniques des centrales. On ne veut pas de blackout. Mais ces dérogations, face à la pure théorie mathématique des marchés, laissent place à des possibilités de manipulation par les financiers. Combien d'autres méthodes d'exploitation des biais financiers des algos fonctionnent actuellement tout en passant sous les radars des régulateurs? Impossible de le dire. Plus on affine l'algorithme pour tenir compte de ce genre de manipulation, moins le régulateur, pas très bien payé, comprend comment son propre algo ultra complexe fonctionne. Tandis que les traders payés des centaines de milliers, voire des millions, eux, restent en parfaite mesure de découvrir de nouvelles failles, de les exploiter et de les garder secrètes. Ah, les traders, qu'est-ce qu'on ferait sans eux quand même? Un autre exemple de paradoxe entre contraintes techniques et contraintes de marché que je peux te donner, c'est celui des contrats de long terme. Le gros problème pour les banquiers qui financent les centrales, c'est le prix de vente de l'électricité est trop volatile. C'est le fameux merchant risk. Comment faire pour supprimer ce risque tout en gardant une structure de marché? L'une des solutions qui a le vent en poupe en ce moment, c'est celle des contrats de long terme. Tu prends un géant du numérique comme Google ou Amazon qui a un besoin constant d'électricité pour faire fonctionner ses data centers et tu le fais contracter avec des fermes éoliennes ou solaires capables de produire cette électricité. Les deux parties signent un contrat de long terme de plusieurs années avec un prix de l'électricité défini à l'avance. Le prix est fixe pour toute la durée du contrat. Donc, fini la volatilité, on a résolu le problème du merchant risk. Ah bah oui, c'est pas bête ça. Sauf que ça marche pas du tout. En finance, quand tu crois avoir évacué le risque par la porte, il revient te mettre une claque par la fenêtre. Où est le problème? Le géant du numérique veut de l'électricité. Ok, mais il en veut combien? Pour que ces data centers fonctionnent, il ne lui faut pas ce que le vent ou le soleil est capable de fournir à un instant T. Il lui faut X mégawattheures garantis. Ah mais oui, le problème de l'intermittence. Donc, il y a une clause de garantie de livraison dans le contrat. Certes, le prix est fixe, mais la quantité d'électricité à fournir est fixe elle aussi. Mais alors je comprends pas, comment les éoliennes font pour livrer de l'électricité s'il n'y a pas de vent? Eh bien, elles vont l'acheter sur le marché, au prix de marché, au prix très volatile de marché. Ouh là 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 là, j'ai l'impression que je vois venir le problème. Prenons un exemple concret. Hiver 2021, Texas. Les températures battent tous les records à la baisse. On est en dessous des moins 10 degrés. Ça descend jusqu'à moins 25 degrés dans certaines régions. Les éoliennes de l'État, nombreuses au Texas, ont été construites grâce au fameux contrat de long terme qui évite, soi-disant, l'exposition à la volatilité des prix de l'électricité. Sauf qu'à l'hiver 2021, les turbines des éoliennes gèlent. Elles ne peuvent plus rien produire. La demande d'électricité est très forte et la production trop faible. Le prix de l'électricité grimpe à 8 000 $ le mégawattheure. Et c'est à ce prix que, pour livrer leurs clients, les entreprises propriétaires des éoliennes doivent acheter l'électricité qu'elles ne peuvent pas produire. Acheter à 8 000 pour revendre à n'importe quoi entre 50 et 100 $, le prix garanti dans le contrat, ça fait un joli trou dans la trésorerie. Résultat, les propriétaires des éoliennes font faillite et les développeurs sont sérieusement refroidis puisque plus personne ne veut leur acheter les éoliennes qu'ils sont capables de faire sortir de terre. Merci les contrats de long terme. Ah ouais, c'est ouf. Un point à bien comprendre, quand les opérateurs des éoliennes font faillite parce qu'ils ne peuvent pas acheter à 8 000 $, l'entreprise à l'autre bout du contrat de long terme, elle, doit bien trouver le moyen de se fournir en électricité. Donc c'est elle qui se retrouve à devoir acheter à 8 000 $, et donc à prendre très cher financièrement. Ainsi, pour résumer, le risque financier lié à la volatilité des prix ne disparaît jamais avec les contrats de long terme.
Il est supporté par un acteur ou par l'autre et il se concentre sur des périodes précises où tout fout le camp. Un problème technique, météo, un mélange des deux. Or, qui dit concentration du risque à un moment inattendu et imprévisible, dit nécessité d'avoir la capacité financière à absorber ce risque sans exploser en vol. Question, qui dans la sphère privée est capable d'absorber un tel risque? Peut-être quelques énormes entreprises façon Google ou Amazon, mais certainement pas l'ensemble du secteur privé qui a besoin d'électricité. Conclusion, les contrats de long terme ne sont pas généralisables, alors que pourtant, pour réussir la transition, tout le monde doit finir par se fournir en électricité renouvelable. Ok, ouais, donc on en revient sur ton idée de départ, quoi. Faire coopérer des centrales concurrentes pour leur faire produire de l'électricité, c'est un genre de paradoxe, quoi. Produire pile la bonne quantité d'électricité en tenant compte des contraintes techniques et financières de tout le monde, ça demande de la coopération, de la compréhension, un véritable esprit d'équipe. Mais le jeu du marché, lui, il incite à la bagarre, la concurrence, le chacun pour soi. Donc on a beau avoir un algo super compliqué pour essayer de tenir compte de toutes les contraintes ou des histoires de contrats de long terme, on en revient toujours à la même conclusion, ça marche pas. C'est comme essayer de faire rentrer un carré dans un cercle, ça marche pas. Oui, et la grande question devient, mais pourquoi est-ce qu'on s'acharne à faire rentrer un carré dans un cercle ? Parce que c'est pas comme si on découvrait que le marché n'est pas adapté à la production d'électricité. On le sait depuis longtemps qu'il existe des monopoles naturels, des secteurs d'activité pour lesquels la concurrence n'est tout simplement pas adaptée. Les routes, les voies ferrées, les réseaux d'eau et d'électricité, mais également la production d'électricité. C'est pour ça que des monopoles ont été partout mis en place après la Seconde Guerre mondiale, quand l'électricité est devenue un véritable enjeu de développement économique. Un réseau électrique se prévoit et se gère de manière globale. La seule métrique qui a du sens, c'est le coût de l'ensemble du réseau, production et transport réunis. Sauf à faire des hypothèses totalement irréalistes qui défient les lois de la physique, seul un monopole est capable de minimiser ce coût. Mais alors, pourquoi avoir détruit ces monopoles ? Parce qu'ils étaient parfois mal gérés, c'est vrai, mais aussi parce que l'idée même de les encadrer, de mieux les réguler, d'innover dans leur mode de gouvernance, faisait horreur à une nouvelle génération de dirigeants qui étaient persuadés que le marché ferait beaucoup mieux. Donc l'idée de ton économiste là, ce serait d'en revenir à des monopoles nationaux ? Oui, c'est une idée qu'il défend. Ce serait plus simple à contrôler, à orienter vers la transition énergétique. Et puis ce serait beaucoup moins cher aussi. Et pourquoi moins cher ? Parce qu'on enlève le risque de volatilité là ? Alors oui, mais pas uniquement en fait. C'est vrai que si un monopole est propriétaire de toutes les centrales, plus besoin d'en passer par ce marché bizarre qui fixe le prix sur le coût de fonctionnement de la centrale la plus chère dont on a besoin pour répondre à la demande. On peut fixer le prix de l'électricité sur son coût moyen de production. Mais au final, c'est plus ou moins ce qu'on essaie de faire aujourd'hui via les nombreuses subventions, aides, boucliers tarifaires ou autres taxes sur les super-profits. L'idée, c'est de réaligner, avec plus ou moins de succès, le prix payé par les consommateurs finaux sur le vrai coût de production de l'électricité. Mais au-delà de cet aspect, la question qu'il faut se poser, c'est à quoi ça sert d'avoir des centrales dont la propriété tombe dans le domaine privé ? Pourquoi privatiser les centrales électriques ? Eh ben, j'imagine parce qu'on pense que c'est moins cher de faire comme ça ? Exactement. C'est le seul et unique argument. Le privé ferait mieux et pour moins cher que le public. Maintenant, pourquoi une telle affirmation ? La théorie l'explique plutôt simplement. Si certaines entreprises se reposent sur leur laurier en proposant des prix trop importants, parce que marge trop importante et ou technologie vieillissante, de nouvelles entreprises vont venir leur prendre leur part de marché en réduisant les marges et en innovant. Mais de quel genre d'innovation parle-t-on ? Des centrales plus performantes ? Rien à voir. Les entreprises qui designent et construisent les centrales ne sont pas celles qui les possèdent. EDF ou Engie ne savent pas construire des centrales, elles ne font que les acheter. Des centrales mieux gérées alors, avec des équipes de maintenance plus efficaces, des salaires plus bas aussi peut-être ? Même pas. On l'a vu avec l'exemple de JP Morgan. Une banque ne sait évidemment pas comment opérer une centrale électrique. Elle ne fait qu'externaliser la gestion de sa centrale à une entreprise compétente en la matière. Mais alors, si le propriétaire de la centrale n'est ni le constructeur, ni forcément le gérant, quelle différence entre une centrale privée et une centrale publique ? Réponse, le coût de financement. Côté privé, il faut payer des dividendes, alors que côté public, eh ben, il n'y en a pas. Ah la vache. Attends. Mais une entreprise publique qui ferait pas de marge pourrait pas investir si
Si les marges servent à accumuler des thunes pour pouvoir faire construire de nouvelles centrales derrière? Alors oui, les marges supérieures aux attentes peuvent servir à ça, mais les marges normales ou attendues, elles, servent à rémunérer les actionnaires, à verser des dividendes. Parce que si toutes les marges étaient réinvesties, il n'y aurait aucun rendement pour les actionnaires. De plus, une entreprise publique n'a aucun besoin de marge pour investir, elle utilise simplement de la dette. Donc, du côté du privé, tu investis via tes actionnaires, il faut leur promettre des dividendes, donc marge obligatoire. Et de l'autre, tu investis via ton monopole public, il te faut de la dette, donc il faut prévoir des marges pour payer les intérêts. Oui, en quelque sorte, il faut prévoir un excédent pour payer les intérêts. Mais qu'est-ce qui coûte le moins cher? Les intérêts de la dette d'une entreprise publique qui emprunte au taux le plus bas du marché, aujourd'hui pour la France, sur 20 ans, ce serait de l'ordre de 3%, ou des actionnaires qui visent du 8, 10, peut-être même 15% de rendement. Ah bah oui, là c'est sûr. Mais c'est un gros morceau du coup, le fait de passer de 3% à 15%. Enfin je veux dire, ça ferait une électricité combien de pourcents moins chère? Alors, quel que soit le projet, renouvelable ou non, l'idée du point de vue financier est toujours la même. On fait la somme de tous les coûts et on trouve le prix de vente qui permet de récupérer ces coûts. Donc, commençons par le coût de construction d'une éolienne terrestre. D'après le dernier rapport de Lazard, on estime ce coût à 1 million de dollars par mégawatt de puissance. Une éolienne terrestre, c'est disons 3 mégawatts, donc 3 millions de dollars l'éolienne. Ah, j'aurais dit plus. Mais ça doit être parce qu'il manque le coût du terrain plus celui du raccordement réseau. C'est bien. Alors, t'as retenu que c'était pas dedans, mais ne compliquons pas notre affaire. Ensuite, il y a les coûts de maintenance. Toujours d'après Lazard, ça va chercher dans les 20 000 dollars par an et par mégawatt. Multiplié par 3, ça nous donne 60 000 dollars d'entretien tous les ans pour notre éolienne. On va dire qu'elle va fonctionner pendant 20 ans, donc 1 200 000 dollars d'entretien. Oh, bah là encore, c'est pas si cher. Bon, l'entretien sera payé par la vente d'électricité une fois que l'éolienne fonctionnera. Mais où va-t-on aller chercher les 3 millions de dollars initiaux pour faire sortir l'éolienne de terre? Eh ben, chez le banquier et chez les actionnaires. Parfait. Donc, question, qui finance quoi et à quel prix? Les hypothèses retenues par Lazard sont les suivantes. Les banquiers demandent 8% d'intérêt et les actionnaires 12% de rendement. Même si ces chiffres peuvent varier, il est vrai que les actionnaires demandent toujours un peu plus que les banquiers. C'est pour ça qu'en général, on essaie toujours de financer avec davantage de dettes que d'émissions d'actions. Dans notre cas, et ça semble être la norme dans le secteur des renouvelables, on va dire 75% des 3 millions financés par la dette et 25% restants financés par les actionnaires. Alors attends, on met plus de dettes parce qu'elles coûtent que 8%. Ah oui, alors que les tunasses des actionnaires, elles coûtent 12%. Mais c'est bon, je l'ai. Alors maintenant, la méthode de calcul. L'idée générale, c'est l'argent prêté ou investi doit rapporter X% tous les ans tant que celui-ci n'a pas été rendu aux créanciers ou aux actionnaires. Donc, on pourrait se dire, les actionnaires ont mis 750 000 sur la table et veulent 12% de rendement. Donc 12% de 750 000 pendant 20 ans, ça fait 1 800 000. Même calcul pour les créanciers, ils devraient obtenir 3 600 000. Ok, ouais, ça a l'air logique. Mais si cette méthode est une bonne approximation quand on veut faire des calculs de tête, elle n'en reste pas moins fausse. Pourquoi? Parce que créanciers et actionnaires récupèrent une partie de leur mise tous les ans via des remboursements et des dividendes. Donc d'une année sur l'autre, les 8% d'intérêt et 12% de rendement s'appliquent à une somme de plus en plus petite. Attends, ah oui, ok. Donc je veux toucher 12% sur 750 000. Donc j'attends 90 000 la première année. Mais si tu me files 100 000 en tout, en fait tu m'as rendu 10 000 sur ce que j'ai mis au départ. Donc il ne me reste plus que 740 000 investis dans le projet. Et 12% de 740, ça fait plus que 89 000. Ok, ouais, donc si tu me files 100 000 chaque année, petit à petit tu me rends mes thunes. Et donc mes 12% de rendement s'appliquent à une somme de plus en plus faible. Exactement. Et c'est le même raisonnement pour les créanciers. Chaque année, le projet paie des intérêts et rembourse une partie de l'emprunt. Donc, les intérêts s'appliquent à une somme de plus en plus petite, année après année. Ok, ouais, je vois. Bon, alors finalement, voyons un peu combien coûte cette éolienne. On a 1,2 million de dollars pour l'entretien, 3 millions pour la construction, 750 000 investis par les actionnaires et le reste prêté par les banquiers. Et puis, il faut rajouter 1,2 million de dividendes et 2,3 millions d'intérêts à payer, soit un total de 6,6 millions. Au final, 54% de la facture, c'est de coûts de financement, les intérêts et les dividendes. Ah ouais,
Ah, c'est pas rien, bordel. Plus de la moitié de la facture, c'est pour ces mafieux de financiers. Et ouais. Maintenant, voyons voir ce que ça coûterait si on avait une entreprise de service public. Une telle entreprise ne chercherait pas à faire de bénéfices, son objectif serait simplement d'équilibrer ses comptes, autant de dépenses que de revenus. Donc le financement se ferait 100% avec de la dette. Et puisqu'on est sur une entreprise bénéficiant de la garantie de l'État, le taux d'intérêt serait le plus bas du marché. Aujourd'hui, pour un emprunt sur 20 ans, il faut compter 3,3%. Et voilà donc ce que ça donnerait. Une éolienne à 4,1 millions de dollars, soit 37% moins cher. 37% moins cher. Ah bah d'accord, donc c'est hyper intéressant de passer par des entreprises de service public en fait. Plutôt, et ça l'est d'autant plus quand l'infrastructure a une longue durée de vie. Par exemple, ici, toujours en utilisant les hypothèses de Lazare, je t'affiche le coût d'une centrale nucléaire d'une durée de vie de 40 ans financée par le privé versus le public. La facture est 51%. moins élevée dans le cas d'un financement public. C'est une des conclusions phares du rapport RTE sur le futur de l'électricité en France. Le coût du capital, donc le coût des intérêts et des dividendes, représente le plus gros morceau de la facture. Ainsi, passer d'une entreprise de service public permettrait d'obtenir une électricité renouvelable beaucoup moins onéreuse. Ce point est très important car l'électrification nécessaire à la transition se fera beaucoup plus facilement si l'électricité est la moins chère possible. C'est pour ça que l'enjeu de la propriété des infrastructures électriques est absolument majeur pour la transition énergétique. Ah ouais, j'avoue. Pour finir, imagine la réduction de coûts si les prêts accordés aux infrastructures renouvelables étaient à taux zéro, issus par exemple des planches à billets des banques centrales. La facture et donc l'électricité serait carrément 2 fois moins élevée que si on passait par des banquiers privés et des actionnaires. Putain, c'est fou. Mais alors, pourquoi on ne fait pas comme ça? Pourquoi on ne passe pas par EDF pour construire toutes les éoliennes et panneaux solaires dont on a besoin? Et pourquoi on ne fait pas tout financer à 0% par les banques centrales? Ben, pour la Banque centrale, pure idéologie. C'est impossible d'après les textes de loi qui encadrent leur fonctionnement. Les réviser nécessiterait des politiques tous d'accord. Ils ne le sont pas. Pourquoi? Je te donne une raison parmi d'autres. Parce que vous savez bien que les banques centrales, ça doit servir à rien d'autre qu'à gérer l'inflation et à sauver les banques. Enfin ça, par contre, faut pas trop le dire. Pour ce qui est de la propriété des centrales, la réponse est en fait très similaire. C'est toujours une histoire d'idéologie. On va te répondre par exemple qu'EDF n'a pas les moyens de s'occuper de tous les projets nécessaires. Il faudrait en passer par la concurrence, par manque de moyens, mais cette réponse n'a pas de sens parce que l'idée, c'est pas qu'EDF s'occupe de tout, développement, construction, opération. L'idée, c'est qu'elle soit simplement propriétaire de tout. La construction passerait évidemment par des appels d'offres. Il s'agirait, comme c'est le cas actuellement, de faire jouer la concurrence et de sélectionner les entreprises capables de construire, pour une qualité donnée, au moindre coût. Et pour la maintenance et l'opération, si EDF n'avait pas les effectifs et qu'on n'avait pas la volonté de les augmenter, eh ben, on pourrait aussi passer par le privé. Donc la seule réponse qui vaille, c'est on veut laisser une part du gâteau aux actionnaires et aux banquiers influents. Ok, eh ben c'est super tout ça. Mais, c'est pas encore fini. Parce que oui, un monopole public coûterait moins cher, permettrait d'y voir beaucoup plus clair dans le fonctionnement du système et aussi d'avoir un prix de l'électricité qui correspond effectivement à ses véritables coûts. Mais en plus de ça, si jamais on ne voulait pas du tout d'un monopole, qu'on voulait absolument la concurrence, eh bien l'organisation actuelle du secteur des renouvelables serait quand même à revoir. Parce qu'elle est actuellement la pire possible du point de vue des coûts financiers. De quoi? Mec, je vais peut-être finir par vraiment perdre le moral hein, si tu continues de m'enchaîner comme ça. Ouais, désolé. Après ça, on a fini, promis. Pour notre série sur l'électricité, j'avais cherché quelles étaient les entreprises qui possédaient les éoliennes et panneaux solaires en France. Je m'attendais à tomber sur du EDF, du Engie, du Total, même peut-être. Et en fait, rien de tout ça. Les renouvelables semblaient être possédés par d'autres entreprises, des petites boîtes planquées, visiblement non cotées en bourse. Alors qu'en fait... Eh ben non, il n'y a pas de plot twist, c'est exactement ça. Les renouvelables sont, presque partout dans le monde en fait, possédés par des petites boîtes planquées. C'est des genres de start-up alors? Non, pas vraiment. En fait, chaque projet de ferme éolienne ou solaire est une entreprise indépendante. On peut parler d'entreprise projet, et le terme exact c'est SPV, pour Special Purpose Vehicle. Des entreprises projets? Ouais, c'est le moment de zoomer un peu sur le mode de fonctionnement du secteur des renouvelables. Tout commence avec les développeurs. Ce sont les entreprises qui prennent en charge l'installation des renouvelables, qui gèrent tout ce qui se passe en amont du chantier et parfois aussi pendant le chantier de construction.
Pour simplifier, le développeur s'occupe essentiellement des 5 étapes suivantes. D'abord, il faut sécuriser les droits du sol, contacter les propriétaires des terrains sur lesquels on veut construire. Cette phase de négociation peut prendre des années et est très dépendante des lois en vigueur dans les différents pays. Parfois, les États viennent en aide aux développeurs sur ce point pour accélérer les choses. Ensuite, il faut sécuriser les permis de construire. Encore une fois, ça dépend des régions et des lois, mais il faut notamment prévoir différentes études d'impact. Impact sur la faune et la flore, nuisances sonores, etc. C'est à ce stade que les développeurs peuvent être confrontés à un rejet de la part des habitants de la région. Après ça, il faut prévoir la connexion au réseau électrique. De quel genre d'infrastructure supplémentaire a-t-on besoin pour que le réseau supporte la connexion? Ici encore, s'il faut prévoir de gros aménagements, combien de temps ça prend, qui paie la facture, ça dépend des pays. Ensuite, il faut prévoir la construction, lancer un appel d'offres pour trouver l'entreprise qui peut construire l'installation au moindre coût. Enfin, dernière étape, il faut organiser la vente de la ferme solaire ou éolienne aux propriétaires finaux, ceux qu'on appelle les opérateurs. Et là, il faut bien comprendre une chose. Il est vrai que certains opérateurs sont des entreprises énergétiques, souvent d'ailleurs des entreprises qui sont aussi des développeurs. T'as des exemples? Ørsted au Danemark, GCL New Energy en Chine, EDF, Iberdrola en Espagne, Nextera aux US. Ok. Mais en fait, les principaux propriétaires sont des financiers comme BlackRock. BlackRock? Eh ben oui, les sociétés de gestion utilisent l'argent confié par les épargnants pour acheter des actions de ce genre de mini-entreprises projet. Ensuite, elles sous-traitent la maintenance et la gestion opérationnelle à des entreprises spécialisées. Voilà pourquoi quand on cherche dans les documents officiels, on ne retrouve pas forcément EDF ou Engie comme principaux propriétaires des renouvelables en France ou n'importe où ailleurs. Parce que les grandes entreprises énergétiques sont en fait souvent propriétaires d'une partie des actions des mini-entreprises projets qui, elles, possèdent réellement les renouvelables. Et le reste des actionnaires de ces mini-entreprises n'est pas si différent des propriétaires des grandes entreprises du CAC 40, donc des entreprises financières comme BlackRock. Ah ouais, chelou. Et toi tu dis que c'est une mauvaise organisation de faire comme ça? Eh ben oui. Mettons que tu sois un banquier d'affaires. D'un côté, EDF, entreprise cotée en bourse avec un chiffre d'affaires de 140 milliards d'euros, vient te demander quelques centaines de millions d'euros pour un projet d'éolienne terrestre. De l'autre, une mini-entreprise projet qui n'a pas encore commencé à gagner de l'argent vient te demander la même somme pour le même genre de projet. À qui tu prêtes le moins cher? Ouais, mais la mini-entreprise, elle est possédée par EDF et BlackRock. C'est pas des petits joueurs. Ok, mais le banquier ne prête ni à l'un ni à l'autre. Il prête à une entreprise indépendante qui doit voler de ses propres ailes. Si celle-ci n'est pas rentable, rien ne garantit que ses actionnaires lui viendront en aide. Ah bah oui. Le taux d'intérêt accordé à une entreprise sera toujours le reflet du risque de non-remboursement de cette même entreprise. Or, une grosse entreprise avec un historique de revenus et un business model bien établi est moins risquée qu'une entreprise projet ultra spécialisée qui démarre. Mais alors, pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on passe par ces mini-entreprises projets? C'est le résultat de l'ouverture à la concurrence de la production électrique. Cette structure en entreprise projet permet de répartir le risque financier sur un maximum d'acteurs. Les actionnaires prennent quelques actions pour voir. Si le projet ne fonctionne pas, au moins ils ne perdent pas trop de sous. Pour les banquiers, c'est un peu pareil. L'entreprise projet contacte plusieurs banques qui fournissent chacune un petit morceau de l'emprunt total. Et elles le font à un taux d'intérêt élevé parce que l'entreprise est toute petite. Mais chaque banquier n'a pas trop de billes dans le projet. Comme ça, si ça va mal, on ne perd pas trop. En fait, la structure par entreprise-projet démontre à quel point les financiers n'ont aucune confiance en la rentabilité des renouvelables. Avec un prix de l'électricité aussi volatile et des accords avec les gouvernements, subventions, prix garantis ou autres, qui peuvent être soudainement révoqués suite à un retournement politique, les financiers préfèrent isoler le risque dans des mini-entreprises indépendantes. Sauf que forcément, la meilleure solution dépend du point de vue qu'on adopte. Du point de vue des financiers, les entreprises projets sont idéales. Mais du point de vue des consommateurs ou même des citoyens du monde, qui eux préféreraient une électricité décarbonée qui soit la moins chère possible, ce qui permettrait de réduire rapidement les émissions de CO2, eux auraient bien davantage besoin d'une entreprise de service public propriétaire de l'infrastructure renouvelable et qui s'endette pour pas cher. Mais pour le moment en tout cas, on n'est pas parti dans cette direction. Bon, voilà, tout va bien, hein? Tout va bien. Alors c'est le moment de récapituler tout ce qu'on vient de voir.
Première chose, cette vidéo est largement basée sur la thèse de Brett Christophers, un économiste / commentateur politique, développé dans son livre The Price is Wrong, Why Capitalism Won't Save the Planet. J'ai trouvé ce bouquin particulièrement intéressant, bien sourcé et argumenté, d'où cette vidéo. D'abord le cadre. Si la lutte contre le réchauffement climatique implique sobriété et transformation des usages, on a uniquement évoqué dans cet épisode la décarbonation de la production d'électricité. Plus précis encore, on a parlé de l'écosystème des renouvelables, dont on a réduit la définition à panneaux solaires plus éoliennes. Donc pas l'hydroélectrique, pas le biogaz, pas les différentes solutions de stockage d'électricité, batteries, hydrogène, steppe, etc. Ce cadre d'analyse peut paraître très restreint, mais comme panneaux solaires et éoliennes sont des leviers majeurs pour réussir la transition, ça a du sens de s'y intéresser de près. Dans ce cadre donc, on a vu que même si on se bouge les fesses, la vitesse à laquelle on installe des renouvelables accélère, bonne nouvelle, on ne se les bouge pas assez vite si on prend comme référence le scénario Net Zero 2050 de l'AIE. Pourquoi ce retard? Les défenseurs du seul marché comme solution ont tendance à dire la réponse se trouve dans les coûts. Entre l'électricité fossile et l'électricité renouvelable, le marché sélectionnera automatiquement la solution la moins chère. Donc oui, il a fallu des subventions étatiques pour que l'industrie renouvelable démarre, comme quoi la solution du marché n'implique pas que lui finalement. Mais si on regarde les LCOE actuels, indicateurs de coût de référence, on voit que les renouvelables sont désormais très compétitifs. Conclusion, si ça ne va pas assez vite, ça ne peut pas être de la faute du marché. Il doit y avoir quelque chose qui l'empêche de faire son office. Le premier coupable potentiel dont on a parlé, c'est l'intermittence. Le vent et le soleil ne soufflent et ne brillent pas toujours pile quand on en a besoin. Si cette intermittence n'est pas un souci dans les pays développés au sein desquels la demande d'électricité augmente peu, ce n'est plus la même histoire dans les pays en fort développement comme en Chine et peut-être bientôt en Inde, où l'infrastructure électrique doit s'agrandir très rapidement. Les Chinois installent encore beaucoup de centrales à charbon pilotables pour s'assurer de pouvoir produire de l'électricité quand ils en auront besoin. En effet, certaines technologies de stockage qui permettraient du 100% renouvelable, notamment pour cette histoire de stockage intersaisonnier, ne sont pas encore matures. Donc, construire plein de renouvelables dans un pays où la demande n'augmente presque pas de souci, on utilise les centrales pilotables existantes pour combler le manque, mais dans un pays où la demande d'électricité explose, pas trop le choix, il faut prévoir du pilotable en plus. Comme la Chine est assise sur les deuxièmes réserves mondiales et qu'elle a déjà plein de charbon en activité, c'est ce qui est le plus simple pour elle. Et il faut espérer que l'Inde, qui est assise sur les troisièmes réserves mondiales, ne fera pas le même calcul. Donc, l'explication par l'intermittence est sûrement pertinente pour un pays comme la Chine, mais pas pour l'Europe ou les États-Unis, où la demande en électricité augmente peu. Le prochain coupable sur la liste serait alors nécessairement une administration publique lente et tatillonne qui met des lustres à délivrer les permis de construire. On n'a pas particulièrement cherché à développer ce point, mais attention à bien comprendre que 1. Pour une administration plus rapide, il faut peut-être aussi prévoir plus de moyens, et 2. Qu'il semble naturel de prendre le temps de faire des études d'impact avant de construire quoi que ce soit, et notamment de s'assurer que les populations qui devront vivre à côté de ces infrastructures sont OK avec ça. Plutôt que de creuser cette éventuelle lenteur de l'État, coupable idéal des pro-marchés, Brett Christophers en propose une autre. Le marché lui-même. Parce que ce qui compte pour une entreprise néolibérale, ce n'est pas le coût de l'infrastructure, mais bien la différence entre le prix de vente et le coût. Autrement dit, le profit. Celui-ci doit être suffisamment juteux pour attirer les capitaux privés. Or, première chose, la rentabilité des renouvelables, souvent sous la barre des 10%, est inférieure à celle de l'industrie d'extraction fossile, souvent au-dessus des 10%. C'est pour ça que les Exxon et Total de ce monde préfèrent investir dans le business as usual plutôt que dans la disruption renouvelable. Deuxième chose, les indicateurs de coût de référence, les LCOE, n'incluent ni le coût du foncier ni celui du raccordement. C'est normal car ceux-ci sont très contextuels. Ils bougent tellement en fonction des pays et des régions que ça n'aurait pas de sens de les ajouter à un indicateur moyen. Mais du coup, conclusion, les LCOE ne donnent pas toujours le bon ordre de grandeur sur les écarts de coûts entre telle et telle technologie. Mais surtout, troisième chose, il faut parler du prix de vente de l'électricité, qui n'est pas le même pour les renouvelables et pour les centrales fossiles pilotables, qui sont assurées de profiter 1. Des prix élevés des heures de pointe et 2. Des revenus liés au marché de capacité. Le marché de capacité, c'est un endroit où les centrales vendent leur capacité à produire, leur pilotabilité en quelque sorte. Donc c'est un marché duquel les renouvelables intermittents sont exclus d'office.
Donc le fonctionnement même d'un marché de l'électricité concurrentiel, déjà parfaitement implanté dans de nombreux pays et qui semble devenir la norme, suppose que l'électricité renouvelable ne sera pas vendue au même prix que l'électricité fossile. Encore un argument qui nous dit que les LCOE, indicateurs de coûts qui ne disent rien des revenus, ne sont pas pertinents pour nous informer des décisions que prendront des investisseurs à la recherche du profit maximal. Mais ce n'est toujours pas tout. Parce que, de toute manière, l'investissement privé dans le secteur électrique est par définition proscrit par la volatilité des prix sur le marché de l'électricité. Sûrement le marché le plus volatile de la planète, à cause de sa manière, éclatée au sol, il faut bien le dire, de fixer le prix sur le coût variable de la centrale la plus chère dont on a besoin pour produire. À cause de cette volatilité, on en a parlé dans la série de vidéos sur le fonctionnement du marché, l'investissement privé ne se fait jamais sans l'intervention de la puissance publique. On a vu qu'il existe plusieurs méthodes d'intervention, la subvention à la construction, l'aide au financement ou encore le must du must, le prix garanti. Et puis, on a illustré l'importance de ces politiques de soutien avec deux exemples, l'Espagne et le Royaume-Uni. On a abouti alors à une conclusion très intéressante. Pour créer un marché de l'électricité fonctionnel composé d'entreprises privées en concurrence, l'État doit en réalité réguler bien plus que déréguler. Et surtout, il doit intervenir à tous les étages. Pourquoi? Parce qu'il faut sans arrêt surveiller les entreprises financières qui cherchent à exploiter les failles du système, et puis parce que la grande solution pour lutter contre la volatilité des prix, les contrats de long terme, n'est ni généralisable ni particulièrement attractive. En effet, un contrat de long terme, c'est un accord entre une entreprise et une centrale pour la livraison à un prix fixé à l'avance d'une certaine quantité d'électricité sur une période donnée. Sauf que nécessairement, parce que la réalité économique et météorologique est fluctuante, la quantité indiquée dans le contrat sera, par rapport aux besoins de l'entreprise ou aux capacités de production de la centrale, soit trop faible, soit trop forte. Donc, quoi qu'il arrive, soit la centrale pour sa production réelle, soit l'entreprise pour sa demande réelle, reste exposée au prix de marché pour la différence. Mais vu comment les prix de l'électricité peuvent faire du x1000, cette différence peut tout à fait mettre à genoux n'importe quelle entreprise. En réalité, la seule institution avec les épaules assez solides pour supporter ce risque, ce sont les États. Donc en fait, seule la solution des contrats de prix garantis par la puissance publique est pérenne. Encore une fois, la solution aux problèmes posés par le marché, c'est l'État. La question devient, pourquoi s'acharner à avoir une gestion électrique privée, on sait que le privé est balèze en initiative individuelle et en concurrence, dans un domaine où de toute évidence, les maîtres mots sont planification et collaboration. On sait pourtant bien que, dans ce cas, ce sont les monopoles publics qu'il faut favoriser. Si l'innovation technologique, la construction et même potentiellement la maintenance des centrales électriques peut être soumise à la concurrence, pourquoi ne pas confier la propriété et la gestion de ces dernières à un monopole de service public? Ce serait beaucoup plus simple et surtout beaucoup moins cher. Parce qu'on l'a vu, prévoir une rentabilité de 12% pour les actionnaires et de 8% pour les banquiers, ça nécessite un prix de l'électricité 50% plus élevé que si l'ensemble des renouvelables était détenu par un monopole public s'endettant à moindre coût. On a vu aussi d'ailleurs que les fermes éoliennes et solaires sont organisées en SPV, en entreprise projet, de manière à isoler le risque financier. Preuve que les financiers n'ont absolument pas confiance en la rentabilité des renouvelables. À cause de la volatilité du prix de l'électricité, le marché ne permet pas l'investissement, et aussi de la révocabilité des accords passés avec les gouvernements. Pourquoi ne débattons-nous pas alors de la remise en place de monopoles publics de l'électricité? Comme toujours, la réponse est idéologique. Le néolibéralisme, même là où il est le plus inefficace, a toujours le vent en poupe dans l'esprit des décideurs.